Nous avons été progressivement repoussés hors du golfe Persique jusqu'à ce que tous nos avions ravitailleurs se retrouvent en Jordanie et en Israël. Et puis ils ont frappé nos bases en Jordanie, juste pour nous faire savoir qu'elles aussi étaient à portée. Donc nous ne menons pas une guerre comme à Midway, où notre porte-avions affrontera leur porte-avions. Ce sera une bataille où si nous préparons la grande armada aérienne, la grande guerre aérienne, tous nos ravitailleurs seront désormais regroupés sur des bases à leur portée, à portée de ces missiles balistiques à moyenne portée qui peuvent frapper n'importe où en Israël avec une précision d'environ 10 mètres. Et en mars dernier, ce Karamchar, il porte aussi le nom de Khaybar. Il existe différentes versions, mais celle-là c'est en quelque sorte la version standard. On peut voir que le lanceur sur lequel il se trouve est déguisé, il y a comme un cadre autour, on voit la bâche grise entièrement tirée vers l'avant, et une sorte de couverture à persienne sur le dessus, elle aussi repoussée vers l'avant. Donc ce véhicule peut rouler sur une route en Iran et ressembler exactement à un semi-remorque de 16 mètres. Ils peuvent mettre ce truc en place et le lancer très rapidement. Il fonctionne avec un carburant liquide, mais il est conçu pour être rempli et lancé vite. Si on remonte à Tempête du désert, dans les derniers jours de Tempête du désert, c'était en 1991, nous avancions au Koweït, mais ils tiraient encore des missiles Scud. Nous n'avons jamais réussi à neutraliser leurs missiles Scud. Et c'était de gros vieux missiles, en plein désert, sur terrain découvert. Nous avions des satellites au-dessus, des avions de reconnaissance qui surveillaient. Nous avions la Delta Force et le SAS sur place, avec des jumelles, à chercher ces engins. Nous n'en avons jamais vraiment trouvé et ils continuaient à tirer. Or, l'Iran est, disons, 5 fois plus grand que l'Irak, et c'est un pays montagneux. Donc ces engins peuvent sortir du flanc d'une montagne, arriver sur une route de canyon et tirer. C'est bien plus difficile de les arrêter que pendant la guerre du Golfe, et leur précision est phénoménalement meilleure. Vous savez, pendant la guerre du Golfe, un Scud a failli détruire le port de Jubail. Il a failli toucher une jetée chargée d'obus d'artillerie. Vous savez, il n'avait pas cette précision. Ça a atterri à une centaine de yards dans l'eau. Si ça avait touché, tout notre souvenir de cet événement serait différent, parce que vous savez, nous aurions perdu des centaines, voire des milliers de soldats dans cette explosion. Si ça avait frappé ce dépôt d'armes, ce dépôt de munitions sur une jetée. Aujourd'hui, ils peuvent toucher ces cibles. Aujourd'hui, tout ça est à portée. Alors que nous continuons à nous battre comme si on était en 1992. On peut simplement garer ces avions ravitailleurs aile contre aile parce que, vous savez, ce ne sont pas des véhicules tout-terrain. On ne peut pas les mettre dans le sable. Ils doivent être stationnés sur du ciment ou de l'asphalte, surtout du ciment parce qu'il fait tellement chaud là-bas. Donc maintenant, ils sont tous entassés à Saint-Craignit. Si nous lançons une grande guerre aérienne, la réponse de l'Iran sera de frapper les pistes où sont basés ces avions ravitailleurs. Et ils ne le feront pas tout de suite. Ils ont tiré quelques petits coups de semonce, mais leur grande attaque interviendra une fois que notre attaque aérienne aura commencé. Donc quand nous serons pleinement engagés, ils auront désormais des Chinois et des Russes assis à leur côté, examinant des informations satellitaires en temps réel. Ils savent donc, quelques minutes après qu'un avion a atterri, de quel avion il s'agit et ce qu'il décharge. Alors quand ils verront qu'un tiers de nos avions ravitailleurs ont décollé et que leurs agents sur le terrain leur signaleront la même chose, parce qu'aujourd'hui, toute personne avec un smartphone est un agent. N'importe quel bagagiste dans le pays ou chauffeur de taxi prend une photo et elle est transmise à l'Iran à la minute même. Donc des images comme ça sont partout sur Internet. Et d'ailleurs, voici quelques-uns de nos avions citernes, récemment à l'aéroport Ben Gurion.
C'est ça. Et donc ce Karamchar a une ogive de 1500 kilos qu'on utiliserait contre quelque chose de résistant, comme un bâtiment de quartier général, ou un navire s'il est à quai par exemple, ou une raffinerie. Mais ils ont aussi, et on l'a vu à Tel Aviv en mars dernier, ce que les gens appelaient une munition à sous-munitions. En réalité, ce ne sont pas des bombes à sous-munitions, ce sont des sous-munitions. Et Ted Postol en a parlé. Je le trouve très fascinant. Au lieu d'avoir une seule ogive monobloc qui descend et qu'un patriote ou un TAAD peut suivre, à une certaine altitude, elle libère de 30 à 420 sous-munitions, selon la configuration. Donc, avec 420 sous-munitions, ou quelque chose comme 420 petites bombes de 30 kilos, elles se dispersent selon l'altitude à laquelle elles sont larguées. Cela peut former un schéma plus large ou plus resserré. Quand j'ai vu ça utilisé à Tel Aviv, les gens disaient, bon, c'est un peu comme une arme terroriste. C'est une nuisance. Ça ne cause pas vraiment de dégâts militaires. Si ça tombait sur votre maison ou votre voiture, ce serait un problème. Mais si vous étiez à 2 pâtés de maison, ça ne vous dérangerait pas. Je me suis dit, oui, c'est juste pour leur faire savoir qu'on l'a. Parce que, à mes yeux, c'est conçu pour ça. C'est conçu pour neutraliser un aérodrome rempli d'avions. Parce que les avions, vous savez, avec leur revêtement en aluminium, leur structure légère, on peut en mettre un hors service avec une hache. Et je me souviens d'une fois, dans un bus à l'aéroport de Francfort, où un chauffeur a accidentellement touché le bout d'aile d'un C-130. Vous savez, un de ces bus scolaires Bluebird pour les militaires, peints, qui circulait pour venir se placer derrière un C-130. Il a touché le bout d'aile, à peine une bosse. On aurait cru qu'ils allaient devenir fous. Cet avion a été immobilisé sur le champ. Il fallait l'examiner pour vérifier d'éventuels dommages structurels internes, pratiquement le démonter avant qu'il puisse revoler. Donc, une bombe de 30 kilos qui tombe à environ 90 mètres d'un avion, disons entre ces avions, elle va projeter des éclats de béton, des fragments, et percer des trous dans ces appareils. Et ça en supposant qu'elle ne touche même pas l'avion, n'est-ce pas? Oui. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce trou, dans l'avion. Est-ce un faisceau de câbles électriques, une conduite hydraulique, un câble de commande? Réservoir de carburant. Le réservoir de carburant, oui. Donc, s'ils lancent une contre-attaque au moment où, disons, un tiers de nos avions sont en l'air et qui savent que ce n'est pas une feinte, que c'est la vraie attaque, les avions qui sont en vol, les F-35, les F-16 et même les vieux F-15, ne peuvent pas revenir sur cette piste si elle est endommagée. On peut creuser des cratères sur une piste. Ça, c'est un travail de bulldozer. Mais même si on l'endommage seulement, en faisant des trous d'1 mètre de large dans le béton, on ne peut plus utiliser cette piste. Nos avions sont délicats. Ils ne sont pas comme les Russes. Nous devons faire chaque jour des inspections FOD sur une piste. Les équipes se mettent côte à côte et parcourent toute la longueur de la piste pour chercher quelque chose que quelqu'un aurait laissé tomber, quelque chose qui serait détaché d'un avion. Vous vous souvenez du Concorde qui a pris feu? Il a simplement heurté un petit morceau de métal tombé d'un avion américain quelques heures plus tôt. Il a heurté un petit morceau de métal. La roue l'a projeté dans le réservoir de carburant et a mis le Concorde en feu. Donc, vous ne pouvez pas, contrairement à ce film, le film le plus invraisemblable que j'ai vu de toute ma vie, Top Gun Maverick, où, pour s'échapper de je ne sais où, de Corée du Nord, il trouve comme par hasard un F-14 prêt à voler et il décolle en roulant sur une aire en béton pleine de dégâts. Ça ne marche pas comme ça. Donc si un tiers de notre force aérienne est en l'air et que nos bases aériennes sont frappées par ces missiles à sous-munitions, les avions en vol devront se dérouter pour atterrir ailleurs. Ce qui veut dire qu'ils ne pourront ni se réarmer, ni refaire le plein, ni repartir pour la sortie suivante.
Ils devront se poser en Turquie, en Égypte ou quelque part pour rejoindre Chypre. Donc ils ne pourront pas participer au combat parce que tout est une question de timing. Ces dispositifs, c'est comme une chorégraphie. Et les avions au sol, si un tiers d'entre eux sont endommagés, il faut tous les examiner. Ça annulera complètement la mission. Donc je pense que l'Iran, avec sa stratégie, nous a presque mis échec et mat. On peut continuer à leur porter de petits coups, coup pour coup, et eux peuvent continuer à tirer 1 ou 2 missiles. Et pendant ce temps, l'économie mondiale tombe dans le vide, et le monde entier accuse l'Amérique d'avoir déclenché tout ça. Donc on perd de cette façon-là. Si ça s'éternise, on perd. On perd le dollar américain, le dollar des États-Unis, comme monnaie de réserve mondiale, parce que plus personne ne voudra nous soutenir. On fait basculer le monde dans une grande dépression, y compris notre propre pays. Mais vous savez, même avant d'en arriver là, tout ça, ce serait peut-être à moyen terme. Pas à long terme, mais peut-être à moyen terme. Moi, je regarde simplement ce qui se passe à très court terme. Ça vient du CS6 qui vient de publier ça. Ils disent, écoutez, nos intercepteurs patriotes, où ils en étaient au début, où ils en étaient au moment du cessez-le-feu, puis où ils en sont aujourd'hui. Où en étaient les THAAD au début et où ils en sont aujourd'hui. Regardez cette chute. Rien que pour les patriotes, entre le 27 février et le 27 juillet, donc il y a 3 jours. C'est une baisse importante. On ne peut pas revenir à l'un de ces systèmes à longue portée, et même disposer de ces moyens en quantité limitée, qui, comme Ted Postol l'a récemment souligné, ne sont de toute façon pas très efficaces. Mais si nous commençons à en manquer, si nous commençons à rencontrer les problèmes dont vous veniez de parler, avec la possible perturbation de nos moyens aériens, qui ne sont pas non plus très efficaces sur le plan offensif pour neutraliser l'Iran, sinon, cela se serait déjà produit. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de nos capacités? Regardons d'abord simplement l'aspect militaire, ce que nous pouvons faire, offensivement ou défensivement. C'est juste une parenthèse liée à ça. Maintenant, on se lamente et on grince des dents parce que l'Iran pourrait se procurer 400 manpads auprès de la Chine, comme si nous avions le droit de survoler l'Iran. Comment osez-vous tirer sur nos avions d'attaque après qu'on vous a attaqué par surprise le 28 février et qu'on a déclenché cette guerre? Comment osez-vous riposter? Vous ne savez pas qu'on est censé pouvoir survoler votre pays et larguer des bombes sans qu'on nous tire dessus en retour? Franchement, ça me sidère. Mais l'une des conséquences négatives de cette guerre, c'est qu'elle révèle qu'un grand nombre de nos systèmes d'armes relevaient davantage du battage médiatique que de la réalité. Si nous mentions sur le Patriot depuis l'époque de tempête du désert, si nous affirmions qu'ils étaient efficaces à 90%, alors que nous savions en réalité qu'ils ne l'étaient qu'à 10%, et qu'ensuite nous les vendons à nos alliés, au Japon, à la Corée. Nous vendons aux États du Golfe. Ce sont des contrats de vente de plusieurs milliards de dollars. Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent. S'ils savaient que ça ne marchait pas vraiment, cette arnaque ne fonctionne que tant qu'elle n'est pas dévoilée. Une fois qu'elle l'est, parce que vous savez, le public de Fox News peut croire que nous abattons tout, mais au Koweït, et vous savez, aux Émirats, ils savent probablement mieux que ça que les patriotes ne fonctionnent pas. Ils ne peuvent peut-être pas le dire parce qu'il y a de la censure, mais les gens qui vivent là-bas, qui peuvent les voir tomber, je pense qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas interceptés. Alors qui à l'avenir va acheter des lots de systèmes patriotes à plusieurs milliards de dollars quand tout le monde sait qu'ils ne marchent pas? Vous savez que les missiles peuvent toujours les déjouer. Si vous fabriquez un patriote qui est à peine efficace, il fabrique un missile hypersonique capable de faire des écarts en approche et de le déjouer,
ou de disperser des sous-munitions à haute altitude. Alors, qu'est-ce que le Patriot intercepte? Le propulseur vide. Donc vous savez, nous sommes dans un nouveau paradigme où nos armes offensives qui étaient fantastiques pendant la guerre froide ont permis de contenir la guerre froide. Nous n'avons jamais eu à les tester contre l'Union soviétique. Dieu merci. Dieu merci. Chaque fois que je rencontre des Russes, je leur dis « Je suis tellement heureux qu'on n'ait jamais eu de guerre majeure. La Corée, le Vietnam, c'était déjà bien suffisant. Je suis tellement heureux qu'on ne l'ait pas fait en Allemagne ou en Corée. » Mais aujourd'hui, le monde sait qu'un grand nombre de nos systèmes ne fonctionnent pas. Qui va encore acheter ces choses-là? Je veux dire, le contrat des F-35 avec la Turquie est en suspens à cause des S-400 qu'ils ont achetés à la Russie. Et donc le monde voit vraiment ce qu'il en est. C'est un peu comme la guerre civile espagnole. Pendant la guerre civile espagnole, de nouvelles tactiques, techniques et procédures aériennes ont été développées. Les troupes de Franco qui étaient en Afrique, la Légion espagnole, les troupes de Franco, ont été ramenées en Espagne par des avions de transport allemands. C'était le premier grand pont aérien. Il fallait simplement acheminer des milliers de soldats en urgence. Les gens ne se rendent pas compte que c'était des avions de transport allemands. Le bombardier en piqué Stuka, vous savez, a beaucoup été utilisé pendant la guerre civile espagnole. Donc beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui servent en quelque sorte de tests de concept, de véritables épreuves, de tests décisifs. Et si le monde voit nos bases aériennes en Jordanie et en Israël décimées par des missiles iraniens, c'en est fini de la capacité des États-Unis à projeter leur puissance. Vous savez, la Corée, le Japon, Taïwan, ils n'auront plus qu'à trouver un accord avec la Chine, parce que le monde entier saura qu'après ça, l'Amérique ne peut pas sauver l'Asie. On ne peut même pas vaincre l'Iran. Enfin, pas sans recourir au nucléaire, faire exploser le monde entier et l'irradier. Si nous ne pouvons même pas remettre des navires de guerre dans le Golfe Persique, nos navires de guerre ont quitté le Golfe Persique pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Si nous ne pouvons même pas les affronter dans le Golfe Persique, et si nos bases aériennes en Jordanie et en Israël sont frappées, alors le monde prendra le parti de l'Iran dans cette affaire. Parce que, dans cette grande bataille aérienne, ils ne vont pas frapper Tel Aviv, peut-être l'aéroport Ben Gourion. Mais personne ne considérera qu'il était honteux ou déshonorant de frapper une base aérienne remplie de bombardiers qui s'apprêtent à attaquer votre pays, ainsi que les avions ravitailleurs qui alimentent ces bombardiers en carburant. C'est une cible purement militaire. Donc si toute notre stratégie repose désormais sur des avions ravitailleurs et des avions d'attaque en Jordanie et en Israël, alignés aile contre aile, et que, dès que nous en faisons décoller un trop grand nombre, ils lancent alors une frappe de missiles de leur force principale, cela exposera notre faiblesse aux yeux du monde entier. Donc, à bien des égards, nous sommes acculés dans un coin où nous nous sommes nous-mêmes mis.